Salut, nous voici de retour avec cette même situation numéro 1. Cette fois-là, on va résoudre exactement le même problème en utilisant la notion de l'énergie. Alors, on va utiliser notre équation fondamentale de l'énergie qui est la suivante. La somme de tout le travail non conservatif est égale à la variation d'énergie mécanique du système, donc l'énergie finale moins l'énergie initiale. On va écrire dans le fond des formules pour chacune de ces trois affaires-là. On va tout mettre ça égal, puis on va isoler la vitesse finale de notre masse B au moment où est-ce qu'elle touche le sol. Allons-y. On commence avec le travail non conservatif. Dans ce problème-là, la seule force qui serait un candidat pour faire du travail non conservatif, ça serait la force de tension dans la corde. Mais à chaque fois qu'il y a une corde qui est attachée à deux objets dans un système, si je considère l'énergie mécanique de l'ensemble du système, l'ensemble de tous les objets attachés par des cordes, je n'ai pas besoin de me préoccuper du travail non conservatif fait par la corde parce que si elle fait par exemple un travail positif sur le bloc A, elle va faire un travail négatif sur la poulie. Si elle fait un travail ici positif sur la poulie, elle va faire le même travail négatif sur le bloc B. Autrement dit, ça change la répartition d'énergie dans le système, mais ça ne change pas l'énergie totale de mon système. Alors, quand j'ai un système bloc, poulie, choses comme ça reliées par des cordes, je ne me préoccupe pas du travail non conservatif fait par les cordes qui relient les objets entre eux. Maintenant, voilà, je vais dire que ça c'est 0. Alors j'ai énergie initiale et énergie finale. Commençons avec l'énergie initiale et la formule la plus générale. Ok, première chose que je vais faire, c'est éliminer l'énergie potentielle associée à un ressort parce qu'il n'y a pas de ressort. Maintenant, mon système initialement est immobile. Alors tout ce qui est énergie cinétique, je vais aussi l'éliminer parce que les choses sont immobiles. Énergie potentielle gravitationnelle, il peut potentiellement en avoir parce que j'ai des masses qui ont des hauteurs. N'oubliez pas que je dois moi-même choisir qu'est-ce que je choisis comme étant, choisir ce que j'ai choisi comme étant la hauteur 0. Je pourrais même choisir une hauteur égale à 0 différente pour mes différents objets. Je ne vais pas me prémunir de cette possibilité. Je vais utiliser le choix très simple parce que h égale 0 est au sol. C'est un choix quand même intuitif, c'est pas le seul choix possible, mais allons-y avec celui-là. Il y a une autre petite chose que je dois me demander, puisque mes blocs ont des dimensions, tu sais, il y a comme une hauteur, là, chacun de mes blocs. Quand je veux parler de la hauteur de chaque bloc, est-ce que je parle de la hauteur du bas du bloc? Est-ce que je parle de la hauteur du centre de masse? Est-ce que je parle de la hauteur du haut du bloc? En fait, je peux choisir ce que je veux pour mesurer la hauteur du bloc. C'est juste qu'un coup que j'ai fait mon choix, je dois rester évidemment cohérent avec ce choix-là. Moi, je vais choisir le bas du bloc. Ok, c'est mon choix. Alors, je vais parler de la hauteur du bas du bloc pour calculer mes choses, puis ici de la hauteur du bas de ce bloc-là. Alors, je vais avoir un potentiel gravitationnel. En fait, j'ai deux blocs, le bloc A et le bloc B, qui vont avoir une énergie potentielle gravitationnelle. Pour ce qui est de la poulie, elle va toujours rester sur place, elle ne va pas monter ou descendre. Je ne vais pas lui attribuer d'énergie potentielle gravitationnelle. De toute façon, sa hauteur ne changera pas, alors je n'ai pas besoin de m'en préoccuper dans le problème. Donc, je vais calculer l'énergie mécanique initiale avec les informations connues. Pour l'énergie potentielle gravitationnelle, je vais en avoir deux parce que j'ai deux blocs qui ont des masses et des hauteurs différentes. Alors, je vais écrire ma formule pour le bloc A et le bloc B. Et voilà l'énergie mécanique initiale de mon système. Ici, il n'y a rien qui est inconnu comme paramètre, alors je peux calculer une valeur exacte. 11,27 joules, c'est mon énergie mécanique initiale. Ça va aussi être égal à mon énergie mécanique finale. Dans mon énergie mécanique finale, il y aura ma variable qui est inconnue. Je change de couleur et j'écris l'énergie mécanique finale. Je commence avec la formule générale. J'ai déjà barré U ressort parce qu'il n'y en a pas. Alors regardons chaque terme un à un. Énergie cinétique linéaire. Est-ce que j'ai un ou plusieurs objets qui vont avoir une énergie cinétique linéaire à mon moment final, c'est-à-dire au moment où est-ce que le bloc B touche le sol, au moment où il frappe le sol? Il ne faut pas penser que quand il touche le sol, sa vitesse est rendue zéro. On parle du moment juste avant qu'il frappe le sol. Alors, il a une vitesse. Je vais avoir d'énergie cinétique linéaire pour le bloc B. Le bloc A aussi a une vitesse. Lui, il va être en train de monter exactement à la même vitesse que le bloc B est en train de descendre. Fait que je vais avoir deux termes à écrire pour mon énergie cinétique linéaire.
Voilà, j'ai mis V et non pas VA et VB. La raison pour ça étant que mes deux blocs reliés par une corde vont toujours se déplacer à la même vitesse, que j'appelle V. C'est ma vitesse finale. Maintenant, rotation. Est-ce que j'ai un objet qui fait un mouvement de rotation? Ben oui, j'en ai un. Il y a la poulie qui va être en train de tourner ici. Alors, je vais écrire la formule pour l'énergie cinétique de rotation de ce seul objet-là. Maintenant, tantôt, là, je vais remplacer I oméga par d'autres choses de plus pertinent. Pour l'énergie potentielle gravitationnelle, qu'est-ce qui se passe ici? Mon bloc B, vu que je calcule sa hauteur par rapport au bas du bloc, ben là, le bas du bloc va toucher le sol que j'ai défini comme étant h égale 0. Alors, le bloc B n'aura plus d'énergie potentielle. Par contre, le bloc A va avoir plus d'énergie potentielle parce que le bloc A, lui, il a monté. Alors, sa hauteur initiale était de 15. Puis le bloc A a descendu de 14 cm, ça veut dire que le bloc B a monté de 14 cm. Fait que sa hauteur finale va être de 29 cm. Je vais juste écrire sa formule générale. OK. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai comme chose connue et comme chose inconnue? La vitesse est un inconnu, c'est ce que je cherche dans le problème. La vitesse angulaire est un inconnu, mais je vais pouvoir le relier à la vitesse linéaire avec notre bonne vieille formule oméga fois r égale v. Alors je vais pouvoir remplacer oméga par v sur r et ramener mon nombre d'inconnus à 1. Seulement v sera un inconnu. Il me restera juste à remplacer les chiffres, à mettre l'énergie finale égale à l'énergie initiale et le tour est joué. Ok, alors j'ai une expression satisfaisante pour mon énergie finale dans laquelle j'ai un inconnu V2. Il me reste à prendre mon expression pour l'énergie finale qui est ici, celle pour l'énergie initiale, celle pour le travail non conservatif qui est 0, mettre tout ça égal et finalement isoler la vitesse. Je change de couleur et je fais ça. Alors, et voilà, on a réussi, on a trouvé notre vitesse finale qui est 0.691 mètres par seconde. C'était la même vitesse qu'on avait trouvée dans la première partie du problème, alors on est plutôt content de voir que les deux méthodes différentes convergent vers la même réponse finale. J'espère que c'était clair. Merci d'avoir écouté.